La première démarche donc, qui est envisagée, qui est une démarche précontentieuse, c'est celle qui consiste à demander le retrait du marché des produits visés dans les courriers et les tableaux annexés à ces courriers. Donc c'est une démarche auprès de la Direction générale de la DGAL et qu'on espère suivi des faits, bien évidemment. Donc c'est une démarche par courrier. On va saisir le ministère d'une demande de retrait du marché de certains de ces produits. Et puis ensuite, on verra la réaction de la DGAL. Et en fonction de la réaction de la DGAL, eh bien, on se réserve le droit, bien évidemment, de saisir les tribunaux administratifs pour demander le retrait du marché des dits produits. Ça, c'est la première démarche, qui est la conséquence immédiate de la réception de ce courrier, de l'analyse de cet échange de courrier entre la DGAL et l'ANSES. Deuxième démarche, on envisage de déposer un recours devant les juridictions administratives. Donc on est en train d'examiner la question pour carence fautive de l'État, puisque, comme François vous l'a rappelé, il y a manifestement une carence de l'État, puisque l'État est averti depuis maintenant de nombreuses années et que rien n'a été fait, semble-t-il, ou très peu, ou trop peu a été fait pour tenir compte des avis de l'ANSES. Et donc cela constitue à notre sens une carence fautive qui peut être portée devant les juridictions administratives, comme ça a été le cas dans d'autres domaines. Donc on envisage là aussi ce type d'action. Et puis dernière action qui, elle, va être engagée dès cette semaine, puisque notre plainte est rédigée. Nous allons déposer plainte pour mise en danger de la vie d'autrui sur la base des quelques informations qu'on a pu recueillir concernant des produits pour lesquels le risque a été déclaré inacceptable pour le consommateur ou l'applicateur, c'est-à-dire l'agriculteur ou le consommateur. Donc, cette procédure de mise en danger d'autrui, vous la connaissez certainement, mais c'est une infraction, c'est un délit, la mise en danger de la vie d'autrui, qui est visée par un article du Code pénal, le 223.1. Je vous remettrai un exemplaire de la plainte ensuite, mais donc cette infraction, elle suppose que des utilisateurs ou des personnes ont été exposés directement à un risque de mort ou de blessure grave. Et cela par le fait de la violation d'une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement. En l'espèce, ce délit nous semble constitué parce que nous avons une exposition, bien évidemment, des utilisateurs, des consommateurs, des agriculteurs à ces produits, puisque la dangerosité du produit est avérée et elle ressort des documents de l'ANSES, d'une part, c'est-à-dire de ces tableaux qui visent le risque inacceptable, c'est le terme employé à chaque fois pour ces 5 ou 6 produits, pour le consommateur ou pour l'applicateur. Et par ailleurs, on a croisé ces informations avec les fiches de données de sécurité de ces produits et on retrouve des phrases de risque qui nous paraissent préoccupantes compte tenu de l'avis de l'ANSES. Et notamment, parmi ces phrases de risque, on a les phrases R20, R22 qui correspondent à des nocivités par ingestion ou par inhalation. Et lorsque on va rechercher la définition de la nocivité, c'est bien un risque de mort ou de blessure grave, puisque on parle de... je vais retrouver le terme exact. On parle de pouvant entraîner la mort ou nuire à la santé de manière
aiguë ou chronique. Donc on a des produits particulièrement nocifs et pour lesquels l'ANSES, après étude et examen des dossiers, a considéré que ces produits présentaient un risque inacceptable pour le consommateur ou l'applicateur. Voilà. Donc dangerosité des produits, produits dangereux, des personnes exposées et une réglementation qui n'est pas respectée. Et cette réglementation, donc, elle a évolué au fil des ans, mais pour résumer, en 1943, il y a la première loi sur le contrôle des produits antiparasitaires, je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque, et puis ensuite c'est complété jusqu'à la directive de 1991, une directive communautaire, donc prise au niveau européen, qui est transposée en droit français par un décret de 1994, vous trouverez tout ça dans la plainte, et par un arrêté également de 1994. Donc on a un corpus législatif qui est assez cohérent et assez clair, et qui a évolué ensuite avec le règlement 1107-2009, qui est d'application directe, c'est un règlement communautaire, donc pris en 2009, avec des décrets, notamment le décret du 9 mai 2012 qui vient compléter tout ça. Mais bon, il en ressort quoi? Il en ressort que le ministère doit retirer du marché tout produit pour lequel il aurait des informations sur la dangerosité de ce produit qu'il n'aurait pas eu au moment de l'autorisation de mise sur le marché initiale. Donc ça, c'était prévu dans les textes antérieurs, c'est toujours prévu aujourd'hui. On retrouve la même disposition, quelle que soit la réglementation finalement, c'est-à-dire que le ministère doit retirer du marché un produit qui ne présenterait plus d'innocuité, puisqu'il y a cette notion d'innocuité et donc de préservation de la santé de l'homme. Outre la préservation de l'environnement, il y a également la santé de l'homme. Eh bien, cette notion-là, elle résulte de la directive, des considérants de la directive, des principes de la directive, donc du corps de la directive, également des textes d'application en droit français, et également on le retrouve dans le règlement communautaire de 1107-2009. Donc on a vraiment une obligation particulière de prudence et de sécurité qui est imposée par la loi ou le règlement. Là, on a tout ce corpus législatif, donc on a bien une réglementation qui doit être appliquée par les autorités de l'État et également un risque de contracter une maladie grave pour les utilisateurs, que ce soit les agriculteurs ou les consommateurs. On a une notion également dans cette infraction de mise en danger de la vie d'autrui qui est la notion de violation manifestement délibérée. Là, en l'occurrence, elle est évidente puisque nous avons ce document qui démontre que la DGAL avait connaissance des avis de l'ANSES défavorables et de la dangerosité particulière de ces produits pour certains utilisateurs et que les dispositions n'ont pas été prises. Donc c'est bien une violation manifestement délibérée, c'est-à-dire qu'on en connaît le texte, on connaît la réglementation qu'on doit appliquer et on ne l'applique pas en connaissance de cause. Voilà. Et donc tout ça nous paraît constituer une infraction. Alors la plainte telle qu'elle est rédigée vise bien entendu les représentants de l'État et également les fabricants, puisque les fabricants ont aussi une obligation de retirer du marché des produits qu'ils savent être dangereux. Et ils ne peuvent pas ignorer la dangerosité de leurs produits compte tenu de la diffusion très large de ces avis de l'ANSES. Donc c'est une plainte qui est déposée auprès du procureur de la République, qui a ensuite, et là un petit mot de procédure, mais vous savez certainement comment ça marche, mais le procureur de la République a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, et donc il va déterminer peut-être après une enquête préliminaire si il envisage ou pas de poursuivre un tel, ou de renvoyer des éventuels responsables devant les tribunaux, ou de saisir un juge d'instruction pour instruire le dossier. Il nous paraissait fondamental de déposer cette plainte pour alerter le parquet sur cette situation inacceptable et donc pour que le parquet puisse prendre la mesure de ces comportements des représentants de l'État et des fabricants et puisse éventuellement en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Voilà pour cette présentation des actions judiciaires que nous allons engager. Cette dernière plainte, elle est déjà déposée? Elle est
sur le point d'être déposée, donc il ne nous reste plus qu'à joindre les pièces que nous avons réunies. Et donc, elle va être déposée dans la semaine, juste le temps de faire les photocopies des pièces qui vont être jointes, mais la plainte est prête. Elle vise combien de produits? Vous avez dit 5 ou 6 produits? Alors, elle vise... Oui, oui, c'est très précis. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. 6, 7 produits. 7 produits pour lesquels on a l'indication risque inacceptable pour le consommateur ou l'applicateur. Les représentants de l'État en question C'est les représentants de la DGAL, hein, puisque c'est eux qui ont ce pouvoir d'accepter ou pas l'autorisation de mise sur le marché. Ils ne sont pas nommément visés dans notre plainte. C'est une plainte qui vise toute personne que l'instruction pourrait... Et si l'administration du ministère de l'Agriculture faisait le mouvement, votre plainte, vous ne déposeriez pas? Vous donnez un peu de temps, Non. 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 C'est juste, Non, l'administration, on l'a alerté. Il y a un décret du 9 mai 2012 qui prévoit la mise en ligne sur le site de l'ANSES des autorisations de mise sur le marché. Ça n'a pas été fait pendant plusieurs mois. On a fait un courrier à l'ANSES qui s'est immédiatement exécuté. Mais la DGAL, pour des agriculteurs malades, nous avons demandé à la DGAL la communication des dossiers d'homologation pour différents produits. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons été obligés de saisir la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable il y a quelques semaines, qui est très, très motivé. Depuis, on n'a toujours pas de réponse de la DGAL. Bon, ça va, je veux dire, là, depuis 2009, ils connaissent la dangerosité de ces produits. Voilà, cette plainte, elle sera déposée quoi qu'il arrive.